Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Comment est-ce qu'on est passé de, en 2015, yes, les capteurs cardio optiques vont remplacer les ceintures cardio avec à la clé un gain en confort, à quelques années plus tard, les cardio optiques c'est de la merde. En 8 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions dans les capteurs cardio optiques, mais pourtant, même en 2023, on continue de recommander une ceinture cardio-thoracique pour les mesures de fréquence cardio fiables pendant les entraînements sportifs. Alors, je vais décortiquer tout ça parce qu'il ne faut pas résumer les cardio optiques à « c'est de la merde ». Déjà, il faut savoir que ce n'est pas du tout la même chose. La technologie utilisée dans les deux cas est très différente et ça ne fonctionne pas du tout sur les mêmes principes. Les ceintures cardio-thoraciques, c'est Polar qui les a inventées. Avant ça, les appareils étaient réservés aux tests en laboratoire parce qu'ils étaient volumineux. Le principe, c'est de mesurer l'activité électrique générée lors des contractions du cœur. Comme dans un électrocardiogramme, mais en version simplifiée où on va juste compter les battements du cœur. Polar a tout simplement miniaturisé tout ça et l'a transformé en une ceinture qui pouvait être portée pour n'importe quelle séance de sport. Et ça, c'était la révolution. C'est devenu très pratique. L'inconvénient, c'est que c'était pas super confortable, ça serre, ça glisse. Et encore, ça s'est bien amélioré. Un capteur cardio optique, ça envoie de la lumière dans la peau. Cette lumière, elle va être en partie absorbée et en partie réfléchie vers un ou plusieurs capteurs de lumière situés au dos de la montre. La pression sanguine à chaque battement de cœur fait que les vaisseaux sanguins se dilatent à chaque fois qu'il y a un afflux de sang. Et ça modifie le renvoi de lumière vers le capteur qui va mesurer ces petites variations de lumière reçues. Il y a un algorithme qui va analyser tout ça, il faut supprimer pas mal de bruit, et qui va en déduire que chaque variation de lumière correspond à un battement du cœur. C'est une mesure indirecte en fait. Je fais un petit aparté au sujet des couleurs de LED. Au tout début, c'est du vert qui a été utilisé parce que vous avez dû apprendre au collège qu'un objet renvoie la longueur d'onde de lumière qui correspond à sa couleur. C'est ça qui est capté par notre œil ou un capteur de lumière. Concrètement, un objet rouge, il renvoie du rouge et il absorbe toutes les autres couleurs. Bon ben, quand il y a un afflux sanguin, il y a plus de globules rouges qui absorbent donc plus de lumière verte envoyée par les LED du capteur. Donc à chaque fois que le capteur ne capte plus de vert, ou pas beaucoup de vert, c'est qu'il y a beaucoup de globules rouges en dessous, dans la peau, et donc qu'il y a eu une contraction du cœur pour expulser ce sang. Ensuite, les chercheurs ont ajouté de l'infrarouge. Ça, vous ne le voyez pas à l'œil nu, mais si vous avez une montre cardio GPS assez récente, il y a de bonnes chances qu'elle émette du vert et de l'infrarouge. L'avantage de l'infrarouge, c'est que sa longueur d'onde est plus grande, donc il va pénétrer plus en profondeur dans la peau. Polar utilise aussi des LED jaune-orange. C'est une longueur d'onde qui est intermédiaire entre le vert et l'infrarouge et qui fonctionne mieux, d'après eux, sur les peaux sombres. On en reparlera plus tard quand je parlerai des facteurs qui gênent la bonne marche des capteurs cardio-optiques. Quant à la lumière rouge, sur certaines montres, elle ne sert pas du tout à mesurer la fréquence cardiaque, mais à mesurer l'oxygénation sanguine. Là, c'est une autre mesure où le capteur essaye de déterminer si vos globules rouges sont rouges vifs, donc bourrés d'oxygène, ou rouges sombres, faible teneur en oxygène. Alors, quelle est l'utilité des capteurs cardio-optiques, finalement, si ce n'est pas très fiable ? Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent « c'est de la merde, ça sert à rien, j'aurais préféré payer ma montre 50 € de moins et ne pas en avoir ». Bon déjà, une montre GPS sans cardio optique, aujourd'hui, c'est comme une voiture sans vitre électrique, ça n'existe plus. Ensuite, sans cardio optique, on n'aurait pas de mesure de la fréquence cardiaque au repos pendant la nuit, pas de mesure de la variabilité de fréquence cardiaque pendant la journée, sachant qu'avec les deux, maintenant, les montres mesurent la récupération physiologique au lieu de faire un calcul très approximatif pour vous annoncer 50 heures de récup après votre sortie longue, qui est basée sur pas grand-chose. Donc la bonne façon de voir les choses, c'est de se dire que c'est un capteur différent de la ceinture cardio. Voilà, un capteur qui ne fait pas la même chose et qu'on n'utilise pas dans les mêmes circonstances. On va utiliser un capteur cardio optique pour des mesures physiologiques en continu, le jour, la nuit, pour des séances en endurance fondamentale, ça fonctionne maintenant très bien.
Mais pour les séances avec plus d'intensité, il vaudra toujours mieux utiliser une bonne vieille ceinture thoracique en pensant à changer la pile de temps en temps parce que ça reste plus fiable. Et c'est important que les mesures de fréquence cardiaque soient fiables parce que derrière, il y a de plus en plus d'algorithmes qui se basent là-dessus pour faire leurs analyses. Donc si ces algorithmes, on leur donne des données de fréquence cardiaque qui sont fausses, eh bien, tous les chiffres qui sortiront derrière, les prédictions de temps de course, etc., ça sera forcément faux. Alors maintenant, les facteurs limitants. Il y a deux facteurs intrinsèques qui rendront toujours le travail d'un capteur cardio-optique difficile et c'est lié au fait qu'on porte la montre au poignet. Ensuite, il y a des facteurs environnementaux qui ne fausseront pas tout le temps les résultats ou pas pour tout le monde. Le premier facteur intrinsèque, c'est que le poignet, ce n'est pas une zone très charnue. Il y a tout un tas d'os, de tendons et tout ça, ça gêne la transmission et la réflexion de la lumière. Ces éléments, ça ne sert à rien puisque nous, on veut mesurer les variations d'absorption de lumière par les globules rouges. Pour s'en convaincre, il suffit d'avoir utilisé un brassard cardio-optique qu'on place sur l'avant-bras ou le biceps et de voir que ça fonctionne bien mieux. Le meilleur exemple, c'est Polar qui le fournit et j'avais fait des tests comparatifs que vous retrouverez sur le blog parce qu'à un moment, ils utilisaient exactement le même capteur optique au dos de leur montre et sur leur brassard OH1. Et je peux vous dire que le brassard cardio-optique OH1 ou le VeritySense qui lui a succédé, c'est un capteur cardio qui est très fiable. Simplement, il n'est pas positionné au même endroit. C'est juste que le poignet, c'est peut-être la pire zone pour placer un capteur cardio-optique. Après, c'est pas de bol, c'est là qu'on porte nos montres. L'autre erreur intrinsèque, mais qui est moins grave, c'est qu'il y aura toujours un décalage entre le battement du cœur et l'effet sur le flux sanguin au bout du bras. Ça crée un décalage de réactivité de quelques secondes, mais comme c'est toujours le même, c'est pas très grave. Ensuite, il y a les facteurs occasionnels qui vont encore complexifier le travail du capteur. Déjà, la lumière extérieure. Alors là, c'est mortel. Comme on cherche à mesurer de faibles variations de lumière reçues en retour, si vous laissez rentrer un rayon de soleil sur le côté de votre montre, entre la montre et le poignet, vous êtes sûr de tout fausser. Pour éviter ça, il faut que le capteur soit bien plaqué contre la peau. Garmin, sur leur première montre avec capteur cardio-optique, la Forerunner 225, ils avaient même mis un joint au dos de la montre, autour du cardio. Mais le problème, c'est que la sueur avait tendance à s'accumuler et ça, à son tour, ça faussait les mesures. Je vais y revenir. En course à pied, surtout, on a aussi le problème du ballottement à chaque mouvement de bras. Ça peut avoir deux conséquences. La première, c'est de décoller légèrement la montre et laisser passer de la lumière. La deuxième, c'est de faire bouger le capteur sur la peau. Même sans laisser passer de lumière sur le côté, si le capteur émet la lumière à un endroit, qu'on le bouge et qui réceptionne la lumière réfléchie ailleurs, forcément son analyse elle sera faussée. Au début du cardio optique, on avait parfois un effet de synchronisation avec la cadence. C'était surtout dans les descentes où le capteur cardio-optique mesurait une fréquence cardiaque qui était synchronisée avec la cadence des jambes. Donc en gros, au lieu de mesurer la fréquence cardiaque du cœur, il mesurait la fréquence de battement des jambes. C'était probablement à cause des ballottements justement à chaque impact de pied. Il y a le froid aussi, parce que la réaction de votre corps au froid, c'est de limiter le flux sanguin en surface pour le rediriger plutôt vers vos organes vitaux. S'il y a moins de flux sanguin en surface, il y aura moins de globules rouges pour absorber et réfléchir la lumière et le capteur aura plus de mal à détecter les variations. Il y a l'eau aussi, que ce soit l'eau de la piscine ou la sueur, ça gêne la transmission de la lumière et donc la mesure du capteur. Et enfin, il y a tout ce qui peut absorber la lumière verte à la place des globules rouges, par exemple les peaux sombres et les tatouages. Vous l'avez appris au collège, le blanc renvoie toutes les longueurs d'onde, tandis que le noir absorbe toutes les couleurs. Donc avec les peaux noires et les tatouages, le cardio-optique il émet sa lumière, verte ou infrarouge, tout est absorbé par le noir et puis c'est fini. Ça devient très dur de détecter les variations liées à l'absorption par les globules rouges.
Un peu dans le même style que la sueur, il y a les poils. Les gens qui sont très poilus, ça limite la diffusion de la lumière dans les deux sens, à l'émission et à la réflexion. Et donc là, certains, je sais, se rasent juste la petite zone derrière leur montre. Pour qu'un capteur cardio-optique fonctionne bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, c'est le positionner un peu haut, environ à 2 doigts au-dessus de l'os saillant du poignet. Et deuxièmement, il faut bien serrer son bracelet. Moi, je resserre généralement d'un cran le bracelet par rapport à la position confort que j'adopte dans la vie quotidienne. Et pour ça, un bracelet en nylon un peu élastique, c'est vraiment top. Sinon, je l'ai déjà évoqué un peu plus tôt, la solution pour ceux qui ne supportent vraiment pas la ceinture thoracique mais qui veulent quand même s'entraîner au cardio avec des données fiables, c'est d'utiliser un brassard cardio-optique comme le Polar VeritySense ou celui que j'ai dans les mains, le Decathlon HRB 500. Les deux tests sont disponibles sur le blog, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo. Avec ça, c'est le compromis. Plus de ceinture et une mesure qui est tout aussi fiable. C'est d'autant plus utile sur certains sports pour lesquels on veut garder du confort, de la mobilité et pas avoir à se soucier de remonter une ceinture qui glisse, par exemple en escalade, à vélo ou bien sur des épreuves très longues où la ceinture peut avoir tendance à irriter sur des heures et des heures. Il faut le reconnaître, c'est un peu plus pénible à utiliser avec des manches longues. En manches courtes, c'est vraiment parfait.